לשנה הבאה בירושלים. En l'an 70 après Jésus-Christ, Rome a assiégé Jérusalem. Après une longue résistance, la ville est tombée et le peuple juif a été expulsé de ses foyers et de sa patrie. Des familles et des communautés se sont dispersées aux quatre coins du monde. Partout où elles allaient, elles préservaient leurs identités religieuses et culturelles. Bien que dispersées pendant des siècles, leur foi et leurs traditions les maintenaient unis. Mais le monde changeait. Survivre par la seule foi ne suffisait plus. Bientôt, ces vies calmes et dispersées allaient des devoirs face à une profonde transformation. L'année prochaine à Jérusalem a été répétée comme une prière pendant des siècles. Mais au XIXe siècle, ces mots sont devenus plus qu'une simple expression de foi. Le monde changeait, et avec ce changement, les prières prenaient un nouveau sens. Un vœu prononcé avec foi se transformait lentement en une revendication politique. La Révolution française a changé le monde, non pas pour un seul pays, mais pour toutes les sociétés. Liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs ont montré qu'un peuple pouvait être défini par une identité commune, et non plus seulement par des liens religieux ou confessionnels. Les nations se redessinaient à travers l'histoire, la langue et le sentiment d'un destin partagé. Les individus ne se percevaient plus seulement comme faisant partie de communautés locales, mais comme faisant partie d'une nation. Au cours de ce processus, de nombreux nouveaux mouvements de construction nationale ont émergé. L'Allemagne s'est unifiée, l'Italie est née en tant qu'État moderne, et des États fondés sur différentes ethnies ont été établis dans les Balkans. Dans la géographie ottomane, les mouvements touranistes ont progressé. Ces mouvements, basés sur un nationalisme séculier, représentaient l'esprit de l'époque et la nouvelle logique du monde moderne. Pour les communautés dispersées, il ne s'agissait pas seulement d'un changement de conscience, mais d'un test pour protéger leur existence et la porter vers l'avenir. Renforcer leur identité, s'organiser et bâtir un avenir sûr était désormais inévitable. Dans cette nouvelle atmosphère politique, les Juifs ont également dû repenser leur position. Les attaques en Russie, l'exclusion sociale et un environnement d'insécurité ont approfondi cette remise en question. En Europe, l'essor de l'État moderne redéfinissait les concepts de citoyenneté, d'appartenance et d'identité. La sécurité et l'existence d'une communauté étaient désormais directement liées à un cadre politique. C'est dans ces conditions que le sionisme a commencé à prendre forme en tant que recherche d'une solution politique spécifique, parallèlement aux tendances d'aide générale de nationalisation du XIXe siècle. La personne qui a transformé cette quête éparpillée en une idée unique et un programme politique était Theodor Herzl. Herzl n'a pas traité la question juive comme un problème religieux ou culturel, mais comme un problème directement politique. Pour lui, la question était claire. Une communauté dispersée ne pouvait garantir sa sécurité et son avenir qu'au sein de sa propre structure politique. Cette approche a distingué le sionisme des autres débats. Il ne s'agissait plus seulement de préserver l'identité, mais d'établir la souveraineté. Son ouvrage « L'État juif », publié en 1896, en fut la première expression systématique. Un an plus tard, avec le congrès tenu à Bâle, en 1897, ce projet est devenu un mouvement organisé plutôt qu'une simple idée. Cette réunion n'était pas seulement un début, c'était la déclaration ouverte d'un long processus. Theodor Herzl a porté ce processus aux tables de la diplomatie, a rencontré des représentants d'États dans diverses capitales européennes et a pris des mesures pour assurer la reconnaissance internationale du mouvement. Le sionisme était désormais un programme politique planifié. Simultanément, des vagues de migration ont commencé. De nombreux Juifs d'Europe de l'Est ont quitté leur foyer pour se diriger vers la Palestine. Chaque étape n'était pas qu'un simple déplacement, mais le premier pas concret d'un processus de construction nationale. L'année 1917 fut un tournant critique. Le Royaume-Uni a annoncé son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Cela montrait que la politique internationale reconnaissait le projet sioniste. Cependant, pour la population arabe vivant sur les mêmes terres, c'était le signe précurseur d'une nouvelle incertitude et de tension.
après 1917, les migrations se sont accélérées et le processus de construction planifiée est devenu plus clair. Sous la direction d'idées socialistes et laïques, des modèles de vie et de production collective comme les kibbutzim ont émergé. Le but n'était pas seulement de s'installer, mais de créer une société organisée et autosuffisante. Dans les années 1930, la communauté juive en Palestine n'était plus une petite expérience. Les colonies s'étaient agrandies, les institutions s'étaient renforcées et une structure politique avait commencé à germer. Cependant, au cours de ces mêmes années, un processus très différent a commencé en Europe. En 1933, le Parti national-socialiste est arrivé au pouvoir en Allemagne. Les années qui ont suivi ont été marquées par une série de lois qui ont d'abord réduit les Juifs au rang de citoyens de seconde zone, puis les ont totalement exclus. Les lois de Nuremberg de 1935 ont de fait supprimé la citoyenneté des Juifs. Les exclusions professionnelles, les confiscations de biens et l'exclusion systématique de la sphère publique ont fait s'effondrer les derniers vestiges de l'assimilation. Ce processus a accéléré la migration vers la Palestine. Entre 1933 et 1939, environ 250 000 Juifs sont arrivés en Palestine. La plupart étaient des citadins instruits et laïcs venant d'Allemagne et d'Europe centrale. Ils étaient différents de ceux qui les avaient précédés. Ils ne venaient pas pour réaliser un idéal, mais parce que l'ordre dans lequel ils vivaient s'était effondré. Cette nouvelle vague de migration a également changé la structure en Palestine. Des personnes plus instruites, plus urbaines et exerçant des professions libérales ont rejoint les colonies existantes. L'économie s'est diversifiée et la structure institutionnelle s'est renforcée. Un système organisé a commencé à se former dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la production. Les colonies n'étaient manquées plus seulement des zones de logement, mais un ordre social fonctionnel. En 1939, la guerre a commencé. L'Europe a rapidement été entraînée dans une destruction massive. Le régime nazi a encore durci ses politiques envers les Juifs. D'abord, des ghettos ont été établis, suivis de déportations systématiques. Au début des années 1940, ce processus s'est transformé en une extermination de masse. Des millions de Juifs ont été envoyés dans des camps établis dans différentes parties de l'Europe. Ce n'était pas seulement une conséquence de la guerre, c'était une politique d'extermination planifiée et systématique. La fin de la guerre a laissé derrière elle une immense dévastation. L'Europe était en ruine, les villes détruites et les économies effondrées. La population juive d'Europe avait été presque totalement anéantie. 6 millions de personnes avaient perdu la vie. Ceux qui avaient survécu avaient non seulement perdu leurs proches, mais essayaient de rester en vie au milieu d'un profond traumatisme. Dans ces conditions, la recherche d'un foyer sûr n'était plus seulement un choix, mais une nécessité vitale. La Palestine, en raison de sa signification historique et symbolique, est devenue le centre de cette quête. Immédiatement après la guerre, les migrations se sont accélérées. Les Juifs ayant survécu en Europe se sont dirigés vers cette région pour survivre et recommencer à zéro. En 1947, les Nations Unies ont annoncé un plan de partage de la région afin de proposer une solution permanente. D'un côté, un État pour les Juifs, de l'autre, un État pour les Arabes. Cette décision reconnaissait et légitimait officiellement le projet sioniste de longue date au niveau international. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé. Cette déclaration ne signifiait pas seulement la fondation d'un État, c'était le point culminant de l'effort d'un peuple dispersé et exilé pendant des siècles pour établir sa propre souveraineté et sa sécurité. Les migrations, les colonies et les organisations sociales prenaient désormais une réalité concrète plutôt qu'idéologique. Les institutions éducatives, l'urbanisation et les infrastructures culturelles et économiques, combinées aux expériences acquises avant et pendant la guerre, ont formé les bases du nouvel État. Cependant, ce nouveau départ a apporté avec lui des complexités diplomatiques et régionales. Les différences entre les pays voisins et les acteurs internationaux, ainsi que les questions de sécurité nationale et la détermination des frontières, ont transformé la période suivant immédiatement la fondation d'Israël en un processus diplomatique et militaire intense. Ainsi, le sionisme a pris sa place sur la scène mondiale, non plus seulement comme une idée,
mais comme une réalité historique et un projet d'État. Contrairement aux idées reçues, la fondation d'Israël ne s'est pas réalisée initialement comme un État fondé sur la religion, mais à travers une mentalité nationaliste séculière et moderne. L'État, qui est aujourd'hui au centre de la politique, a été façonné lors de ces processus de fondation et d'institutionnalisation selon les tendances politiques dominantes à l'échelle mondiale. La montée du nationalisme au XIXe et XXe siècle et la quête d'État-nation ont été déterminantes pour l'idéologie et le processus de construction étatique d'Israël. À l'origine de l'État se trouvait d'abord le nationalisme séculier, puis des mouvements d'orientation gauchiste. Cependant, les contradictions de la modernisation au Moyen-Orient se sont également manifestées ici. La construction d'une nation séculière a eu besoin de références et de rituels religieux pour forger une mémoire et une identité commune. En conséquence, sous l'effet des préoccupations sécuritaires constantes dans la région et de l'évolution des équilibres de pouvoir mondiaux, Israël a développé une dynamique qui a lentement évolué de ses fondements nationalistes séculiers et modernes vers un fanatisme religieux. Ce processus a entraîné non seulement une transformation idéologique, mais aussi une transition d'une position de vulnérabilité et de fragilité relative lors de sa fondation vers une position de domination politique et militaire dans la région.